Bien, nouvelle vidéo de l'Institut pour une approche globale de la santé, aujourd'hui avec Monsieur Jean-Michel Guret, qui est spécialiste de l'EFT. Alors, Jean-Michel, est-ce que tu peux te présenter et nous parler plus précisément de ce qu'est l'EFT, à quoi ça sert et pourquoi ça peut être utile dans la santé? Alors, bonsoir. Je suis psychothérapeute. Je suis également président de l'IFPEC, qui est l'Institut français euh, de la psychologie énergétique clinique. Et je pratique le FT dans un cadre, on va dire, plutôt TCC, depuis environ maintenant une dizaine d'années. Alors, l'EFT, en fait, signifie Emotional Freedom Technique, que l'on peut traduire en français par technique de libération émotionnelle. En fait, l'EFT fait partie d'une famille qu'on appelle la psychologie énergétique, qui regroupe près d'une trentaine de méthodes. Et ces méthodes, elles ont la particularité d'agir sur le côté psychologique grâce à des interventions, soit sur les chakras, soit sur les méridiens, ou encore sur le biochamp. Alors, juste avant d'entrer dans le détail de l'EFT, je voudrais rappeler que la branche de la psychologie énergétique est officiellement reconnue aux États-Unis depuis maintenant 2012 et que cette reconnaissance a été confirmée en 2015. Alors, je précise ça parce qu'en fait, les débuts de la psychologie énergétique aux États-Unis ont été assez mouvementés et même de nombreuses voix, des chercheurs, des psychologues, se sont élevés dès le départ pour crier un peu à la supercherie. C'est peut-être un peu excessif ce que je dis, mais ça a quand même été assez houleux. Alors, aujourd'hui, on recense, si on regarde les études scientifiques qui ont été faites, plus d'une soixantaine d'études sérieuses qui ont été publiées dans des revues scientifiques à comité de relecture dans le domaine de la médecine et de la psychologie. Parmi cette soixantaine d'études, on en a une vingtaine qui sont des essais randomisés contrôlés. Donc, un essai randomisé contrôlé, c'est un type d'étude scientifique qui est utilisé en médecine et puis en psychologie. Et en fait, c'est le gold standard, c'est-à-dire la référence dans un domaine pour établir la validité d'un fait en ce qui concerne les essais cliniques. Donc, les essais cliniques randomisés contrôlés sont souvent utilisés pour tester l'efficacité de plusieurs approches thérapeutiques dans une population de patients. Et en fait, ce qu'on peut noter, c'est que 98% des études montrent que la psychologie énergétique est très efficace. Donc l'EFT et d'autres techniques comme la thérapie du champ mental, par exemple. Alors, les personnes qui ont l'esprit scientifique posent toujours les mêmes questions dans les différentes formations que j'anime. On pourrait les classer en deux groupes. Premièrement, les questions portent sur: existe-t-il des données et des études qui sont crédibles et qui montrent que l'EFT et la psycho énergétique fonctionnent? Et deuxièmement, quels sont les mécanismes qui permettent d'expliquer comment ça marche? Et en fait, ces personnes veulent d'autant plus obtenir une réponse à la deuxième question si la réponse à la première question leur semble étrange, voire un peu trop belle. Alors, comme je vous le disais à l'instant, 98% des études montrent que la psycho-énergétique est hautement efficace. S'il y a des scientifiques qui nous écoutent, j'ose à peine imaginer leur niveau d'impatience. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer scientifiquement ces résultats? Eh bien, de nombreuses techniques de la psychologie et de la médecine énergétique sont basées sur les méridiens d'énergie qui sont décrits par la médecine traditionnelle chinoise et utilisés en acupuncture depuis 5000 ans. Et comme personne n'a été en mesure de prouver avec certitude l'existence des méridiens, il y a relativement peu d'études qui ont été faites, eh bien, de nombreux articles sont parus sur l'absence de preuves et sur le côté non scientifique de tout ce qui touche de près ou loin aux méridiens. Et en fait, même si près du tiers de la population mondiale utilise ces techniques de soins depuis des millénaires. Cependant, on observe des études récentes en Asie, et plus particulièrement en Corée du Sud, qui mettent en évidence que le système des méridiens se confond avec le système primo-vasculaire, qui est un composant du système circulatoire. Alors, cette hypothèse date en réalité des années 60, mais elle n'avait pas pu être confirmée. Et les études ont repris il y a maintenant quelques années, et elles confirment cette hypothèse, notamment parce que grâce à l'utilisation d'un nouveau colorant de couleur bleue qui a permis de rendre visibles ces très très fins canaux. Donc,
Plusieurs études sud-coréennes indiquent que le système primo-vasculaire serait ou est le support physique des méridiens et qu'il fonctionne tel un réseau de fibres optiques transportant des biophotons. Mhm. Donc ça signifie en fait que le corps humain est une source d'émission de photons et cette découverte a ouvert un tout nouveau champ de recherche scientifique. Et d'ailleurs, dans un article récemment paru, les auteurs concluent leurs travaux en expliquant que la transmission des biophotons dans le système primovasculaire, qui s'effectue quasiment à la vitesse de la lumière, pourrait bien être en fait la mystérieuse énergie vitale que les Chinois ont baptisée le Qi. Le chi, ouais. Alors, il y a même une étude récente réalisée par Dawson Church, qui est un épigénéticien reconnu, qui est auteur du best-seller Le génie dans vos gènes. Je l'ai sous la main là, celui-là, qui a Okay. été traduit en français. Si tu peux l'approcher un peu encore. Ouais, c'est un peu flou, on mettra la référence dans la vidéo. D'accord. Okay. Donc, il a été traduit en français récemment. C'était un livre qui a reçu le prix du meilleur livre de santé aux États-Unis. Il y a quelques années. Il a récemment publié une nouvelle étude sur l'expression génétique avant et après le traitement en EFT d'anciens combattants. Donc en fait, dans cette étude, ils ont identifié 16 anciens marines qui ont été répartis en deux groupes équivalents, donc tous souffrant de troubles de stress post-traumatique. La première moitié a reçu un traitement d'EFT pendant que la seconde était placée en liste d'attente. Évidemment, après, ils ont reçu le traitement, eux aussi, en EFT. Et donc, ce qu'ils ont observé, en fait, c'est que près d'une centaine de gènes sont modifiés grâce au traitement en EFT. Donc, les gènes qui sont en rapport avec le système et les réponses immunitaires ont été activés, alors que pendant le même temps, les gènes qui sont en rapport avec l'inflammation ont été inhibés. Donc, en fait, cette étude elle est assez importante parce qu'elle permet de montrer clairement que l'EFT est une méthode d'intervention épigénétique. C'est-à-dire qu'elle modifie l'expression génétique du gène et non le gène lui-même. D'accord. Alors, on peut définir l'EFT en fait comme un mode de traitement psychothérapeutique qui peut être utilisé soit en clinique par des professionnels de la santé mentale, donc médecins, psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, thérapeutes, etc., ainsi qu'en autotraitement, puisque les patients eux-mêmes, on leur délivre l'explication de la méthode durant les séances. On leur donne par exemple des fiches explicatives avec notamment l'image qui est affichée sur l'écran pour leur montrer où se situent les points et comment les stimuler. Okay. Donc, ce qu'on note dans l'EFT, c'est qu'en fait, on va associer des protocoles verbaux, on va demander aux personnes de parler, et en même temps des protocoles physiques, puisqu'on passe par des stimulations de points. Alors, pas avec des aiguilles comme on le voit là, mais en utilisant le bout des doigts dans le but d'obtenir une amélioration, voire une guérison du trouble dont la personne souffre. Alors, ce qu'on peut noter, c'est qu'on mobilise des méthodes qui sont bien établies dans le champ clinique, comme l'exposition à des stimuli spécifiques et la restructuration cognitive, qui sont issus des protocoles de thérapie cognitivo-comportementale. Et cette approche s'approprie également des concepts et des techniques issus du système thérapeutique non occidentaux, donc orientaux, la Chine en premier lieu. Alors, un des protocoles physiques dont elle use le plus, c'est la stimulation de points d'acupressure, donc soit par tapotement, comme ça, de cette manière-là, soit par pression continue, donc on stimule certains points, ou par massage également. Et tout ça étant associé à l'activation mentale du problème psychologique visé. Donc on va demander aux personnes de se concentrer sur leur problématique, ça va activer l'émotion, et pendant ce temps, on va faire ces stimulations. La psychologie énergétique, elle a été controversée, comme je le disais au départ, en partie parce qu'elle repose sur des modèles explicatifs qui sont étrangers au cadre clinique conventionnel, c'est même, on pourrait dire, carrément un changement de paradigme, et aussi en partie, il faut le reconnaître, à cause des déclarations des premiers promoteurs qui parlaient en fait sans s'appuyer sur des recherches scientifiques et sur des protocoles bien validés, et ils annonçaient aussi des résultats thérapeutiques extraordinairement puissants et rapide. Donc, à tel point que la communauté elle s'est dit non, c'est pas possible. Là, il raconte n'importe quoi.
Alors, si on s'intéresse un peu au mécanisme d'action de l'EFT et des techniques similaires à l'EFT, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que, effectivement, par-delà la question de savoir si la stimulation du point d'acupressure est efficace, puisque là, maintenant, on a un nombre d'études suffisantes, la deuxième question, c'est bien de savoir pourquoi ça fonctionne. Mhm. Alors, on a quand même quelques billes et quelques études sur lesquelles s'appuyer. Notamment, une des découvertes scientifiques parmi les plus importantes pour expliquer pourquoi la stimulation de point d'acupressure peut être efficace dans le traitement, notamment des troubles anxieux et du trouble de stress post-traumatique. Elle résulte, ça fait cette étude d'un programme qui a été mené sur 10 ans par la Harvard Medical School, Mhm. portant sur les effets de stimulation de points d'acupuncture spécifiques. Et en fait, des expériences ayant recours à l'imagerie médicale ont montré que la stimulation de certains points avec des aiguilles provoquait avec régularité une baisse sensible de l'activité de l'amygdale, de l'hippocampe et d'autres zones du cerveau qui sont associées à la peur. Il y a eu aussi une autre étude qui a été faite pour savoir si c'était aussi efficace de planter des aiguilles que de faire des stimulations manuelles. Et donc, il y a une étude qui montre que c'est pareil, et une autre étude qui aurait tendance à montrer que c'est même encore plus efficace de le faire avec des stimulations. Bon, à prendre avec, pour l'instant, des pincettes, c'est des études encore isolées. Ensuite, il y a, la même équipe de Harvard a mené des études qui ont apporté des preuves complémentaires corroborant les rapports précédents quant au fait que l'acupuncture puisse procurer une désactivation importante du système limbique, paralimbique et néocortical. Mhm. Donc des études qui datent de 2009. Alors, pourquoi est-ce que c'est aussi important que ça? Eh bien, c'est que dans quasiment tous les protocoles de stimulation de points d'acupressure, la procédure corporelle s'opère simultanément à l'activation mentale d'un problème psychologique ou d'un état désiré. Et donc, en ce sens, la psychologie énergétique appliquée aux troubles de stress post-traumatique et à d'autres troubles d'anxieux est vraiment une technique d'exposition psychologique, comme l'a démontré Feinstein dans les années 2010. Alors, l'activation mentale d'un déclencheur émotionnel, c'est un souvenir problématique. On demande aux gens, par exemple, repenser à ce qui vous a, à l'événement de vie qui vous a activé. Dans la mesure où ça n'a pas été traité correctement par l'amygdale cérébrale, étant le centre de la peur, Mhm. déclenche systématiquement une réponse adaptée à une menace. Donc en fait, ça va déclencher la réponse de fuir ou de combat. Ouais, la réponse de combat ou fuite. Ouais. Exactement. Donc en fait, selon ces études, la stimulation de points spécifiques envoie simultanément un signal qui désactive l'amygdale. Et la répétition de ces interventions somatiques, donc en fait de ces stimulations sur une quinzaine de points sur le corps, permet de résoudre le conflit entre ces signaux qui réduisent l'activité provoquée par la présence à l'esprit en fait, de la personne du déclencheur émotionnel. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on pratique de l'EFT, on répète des phrases qui sont toujours orientées vers le négatif. Mhm. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, l'hippocampe qui stocke, oui, l'amygdale stocke la mémoire émotionnelle et l'hippocampe stocke la mémoire épisodique. Donc, à ce moment-là, l'hippocampe enregistre le fait que le souvenir ou que le déclencheur peut être activé tout en sécurité et sans avoir de réaction anxieuse. Et donc, les voies neuronales qui déclenchent la réaction anxieuse sont modifiées par la suite de manière permanente. Donc, on n'est pas obligé de faire l'EFT tout le temps. À partir du moment où on a traité le trauma, le souvenir qui enclenche l'émotion, c'est réglé. Mhm. Donc, l'activation du souvenir ou du déclencheur, sans activation limbique, devient alors la nouvelle norme. Et en vertu de la plasticité neuronale, on crée des nouvelles voies neuronales et les anciennes qui sont donc plus utilisées, eh bien, sont décâblées automatiquement par le cerveau au bout d'un certain temps. Mhm. Alors, bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça reste une explication qui est un peu une vulgarisation grossière, on pourrait dire. Eh bien, ça correspond néanmoins bien à toutes les données cliniques qui ont pu être faites, euh, aussi bien qu'aux découvertes qui sont issues d'imagerie cérébrale. La réduction de l'activation limbique dans les troubles anxieux et la modification des voies neuronales responsables du maintien de ces réponses conditionnées inadaptées semblent être en fait au cœur
enfin, les deux processus cérébraux qui sont en jeu dans ce qu'on observe au niveau des résultats cliniques dont on vient de parler. Alors, par-delà les effets de la stimulation de points d'acupressure sur les fonctions neurologiques, il y a des processus biochimiques et énergétiques aussi qui sont en jeu. Il est peut-être possible, qui n'a pas encore été prouvé, mais qui est en accord avec les traditions thérapeutiques dont sont tirées les stratégies d'intervention de la psycho-énergétique, est que la stimulation d'un ensemble bien défini de points d'acupressure établit momentanément un équilibre interne qui permet en fait aux problèmes psychologiques d'être abordés, d'être résolus et d'être réintégrés d'une manière qui est impossible si les systèmes internes sont sous pression. Ça ne le fait pas. Donc il faut vraiment passer par cet état d'équilibre et ensuite d'être confronté au trauma et il y a une résolution qui se fait de manière automatique. Alors, on note aussi des effets biochimiques liés à la stimulation de points d'acupressure. C'est toujours en cours d'identification, bien qu'il y ait là aussi pas mal d'études. On observe qu'il y a un effet au niveau des neurotransmetteurs, de la production des neurotransmetteurs, des endorphines et d'autres substances produites par le cerveau qui sont influencées par la stimulation répétée de points d'acupressure. Il y a une étude, notamment de Ruden en 2005, qui a mis ça en évidence. Il y en a également d'autres qui ont suivi et qui ont mis en évidence aussi des changements dans les rythmes cérébraux. En fait, le fait de faire des stimulations permet d'augmenter la production d'ondes alpha, donc qui sont propices à la méditation, en fait, à une bonne qualité d'assimilation des informations. Et même si on les prolonge, on observe une augmentation des ondes θ-delta, qui sont des ondes vraiment beaucoup plus basses, qu'on observe par exemple dans les états d'hypnose. Church et certains de ses collègues, en 2012, ont montré également qu'une séance de stimulation de points d'acupressure était non seulement plus efficace qu'une séance de soutien psychologique classique en termes de réduction de la détresse ressentie, mais réduisait également sensiblement les niveaux de cortisol. Et comme on le voit dans la diapositive qui vient d'être affichée, c'est deux personnes qui sont des jumelles homozygotes, qui ont une cinquantaine d'années, et qui ont eu en fait des vies vraiment très différentes. Et la personne qui se trouve sur la droite de l'écran était mariée avec un homme qui a eu une maladie qui l'a transformée d'une manière qui en a fait quelqu'un d'extrêmement agressif. Elle a été tellement impactée par l'agressivité de son mari, parce qu'elle était obligée aussi d'être à son chevet et lui apporter des soins, qu'en l'espace de quelques années, elle a connu des taux de cortisol très très élevés et qui en fait l'ont fait vieillir plus vite que sa sœur. Les homozygotes en fait ont le même patrimoine génétique au départ, et si on observe leurs gènes à l'âge de 3 ans, c'est exactement identique. Or, en fait, il y a des différences énormes arrivées à l'âge adulte. Et plusieurs études ont montré que, portant sur des centaines de jumeaux homozygotes, qu'en moyenne, la différence de l'âge de la mort était de 10 ans entre ces jumeaux. Donc, on voit bien qu'il y a une influence épigénétique, c'est-à-dire de l'environnement, des pensées et des émotions qui jouent fortement sur l'homme. En fait. Alors, d'autres études aussi attestent d'une modification de l'équilibre neurochimique du cerveau. On sait maintenant que le niveau d'endorphine augmente consécutivement en fait aux stimuli. Aux stimuli, c'est-à-dire aux stimuli des points d'acupuncture, hein, bien sûr, ce qui permet en fait une diminution de la perception de la douleur. On a également, au niveau de la production de sérotonine, une augmentation, ce qui permet une amélioration de l'humeur. Et on a donc constaté également, ça on l'a vu dans plusieurs études, que ça permet de réguler le niveau de cortisol et donc de répondre et de diminuer la réponse fuir ou combattre. Encore un autre effet, c'est celui de l'augmentation de l'acide GABA-aminobutyrique, donc le GABA, qui permet de réduire l'anxiété et d'inhiber la peur. Donc, toutes ces découvertes portant sur l'importance clinique de la reconsolidation de la mémoire pourraient aussi expliquer comment les interventions en psychologie énergétique modifient les conditionnements préexistants.
En fait, on pense que pendant la reconsolidation de souvenirs ayant été activés mentalement, les réponses somatiques de peur sont particulièrement vulnérables face à une modification par des entraînements à leur suppression, tels que l'exposition à des stimuli conditionnés. Et dans les protocoles de psycho-énergétique, les souvenirs traumatiques ou formateurs sont activés avant la stimulation. Donc, on demande en clair à la personne, OK, quand vous repensez à ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Qu'est-ce qui vous vient en tête? Et souvent, c'est une image. Donc, la personne, elle se connecte à cette image et on va lui demander, quand vous regardez cette image, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Quelle est l'émotion qui est associée? Et quelle est l'intensité émotionnelle qu'on évalue en fait sur, les Américains appellent ça SUD, Subjective Unit of Distress, donc l'échelle des niveaux d'anxiété subjective. Donc en fait, ils évaluent un premier niveau de stress. Et ensuite, eh bien, on va provoquer une stimulation, donc on leur demande de se stimuler eux-mêmes pendant une période de reconsolidation du souvenir. Et donc, à ce moment-là, le conditionnement à la peur, il est particulièrement labile durant cette période. Et si des signaux, donc, comme cela, de désactivation sont envoyés à l'amygdale par ces stimulations, eh bien, ça peut avoir un impact qui est amplifié à ces moments-là. Et donc, en fait, c'est ça qui désactive la réponse de peur. Mmh. Et donc, on va pouvoir mesurer tout au long de notre séance une diminution de l'intensité sur cette fameuse échelle d'anxiété subjective. Mmh. Donc, alors, toutes ces formulations et toutes ces études et ces hypothèses en fait actuelles, c'est encore à l'état d'esquisse, il ne faudrait pas le prendre pour argent comptant, mais on s'aperçoit qu'il y a un faisceau d'indices et que toutes les connaissances qui émergent actuellement quant à ces fonctions cérébrales, aux notions d'énergie électromagnétique, à la neurochimie, convergent toutes vers des explications qui sont plausibles, telles que la désactivation de l'amygdale durant le traitement des troubles anxieux. Alors, en clinique, c'est ce qu'on constate dans nos cabinets, dans les cliniques, dans les hôpitaux, des différentes personnes qui utilisent ces protocoles. Ok. Hop. Je vais fermer. Merci Jean-Michel Guret. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'EFT, on se retrouve sur ipags.fr et on continue la suite des vidéos de présentation de l'Institut. À bientôt.